chère Viviane, merci beaucoup pour cette invitation. Et, Madame la Baronne, Monsieur le Doyen, mes chers collègues et chers amis, il y a un côté surréaliste, non pas d'avoir ma présence ici, mais d'avoir conservé le sujet qui paraît tellement éloigné des choses que nous entendons tous les jours, dans toutes les langues, à la télévision et à la radio. Et pourtant, je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est très important de ne pas abandonner non seulement ces auteurs-là, que Viviane connaît aussi tellement bien, comme beaucoup d'autres ici, et cette tradition de symbiose avec la pensée européenne. Dans notre cas, ce soir, c'est la pensée allemande, mais il est question beaucoup aussi, Lévinas, un de mes professeurs, mon maître, il tenait beaucoup, que c'était toujours avec de l'autre qu'on faisait de la pensée, c'est-à-dire avec la France, avec l'Italie, etc. Et Mendelssohn a été un des premiers à oser d'abord avoir cette posture et la montrer dans ses œuvres, je ne vais pas trop vous embêter avec ça, mais aussi dans sa personne, de montrer les enjeux. Pour ceux qui seraient très très éloignés de ça, Moïse Mendelssohn est le grand-père de Félix. Félix étant d'ailleurs, comme vous savez, on a joué pendant le Troisième Reich sa musique avec marqué auteur inconnu. Exactement comme Haydn, n'est-ce pas, la Loreley, etc. Alors on mettait auteur inconnu. C'est une histoire tout à fait extraordinaire. La moitié, une grande partie de cette famille s'était d'ailleurs convertie au catholicisme, au christianisme, puis après ils sont revenus, et puis il y en a toujours à peu près. On a fait la ville de Berlin, parce que c'est aussi, on va en parler, c'est aussi un imaginaire berlinois, la famille Mendelssohn. On a invité les derniers descendants il y a quelques années encore, et il y en a plus de 500 de par le monde. C'est très simple pour vous, dès qu'il y en a qui s'écrivent avec un S, c'est pas les bons, c'est pas les nôtres, et quand il y a deux N ou quelque chose comme ça va pas non plus. Bon, ce qui est d'ailleurs aussi très très intéressant, puisque comme vous savez, une partie des gens qui voulaient s'assimiler, s'intégrer, ont joué avec ces noms-là. Hein, et pour justement de temps en temps, quand même, surtout ce soir, apporter quelques sourires, un de nos plaisirs avec Viviane, c'est justement de regarder à quel moment les gens ont changé de nom, pourquoi, comment. Pas les blagues juives habituelles des gens qui ont traduit, mais par exemple les juifs allemands. Il y a un grand historien qui est mort il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Peter Gay. Et ce Peter Gay, en réalité, il est né à Berlin comme il se doit, et il s'appelait Peter Fröhlich. Évidemment, simplement quand sa famille est arrivée en 1938 à Detroit, je crois que c'était à Detroit, les gens lui ont dit c'est pas du tout Fröhlich là, il faut faire autre chose. Alors il a traduit Peter Gay avant que. Et notre maître à tous, Gershom Scholem, pouvait passer, il y a d'ailleurs, rassurez-vous, il y a d'ailleurs un ou deux livres là-dessus, avait une spécialité comme ça de voir. Moi, je le fais un peu pour embêter mes copains américanistes, puisque de temps en temps, j'ai quand même une tendance à... C'est embêtant pour un Français, hein, mais c'est une tendance à penser qu'à l'université américaine, ils sont formidables, mais ça va quand même mieux quand ils s'appellent Altmann, Karl Deutsch, Rosenkranz, etc., etc. Alors ils n'aiment pas quand on leur rappelle. Alors là aussi, on a enlevé un N, on a enlevé le H surtout, avant. Alors du coup, quand vous les cherchez dans les dictionnaires, vous ne les trouvez pas, et puis après, quand vous êtes un peu habitué, alors c'est vrai que ça fait un peu chasse aux faciès, mais ça donne aussi une idée de ce que c'est qu'une symbiose intellectuelle, et ça donne aussi une idée de ce que c'est que la culture qui est un partage. Et j'ai toujours envie de citer, surtout quand on parle de penseurs allemands, une phrase absolument formidable de Nietzsche, qui normalement a mauvaise réputation, surtout sa sœur d'ailleurs, il faut être honnête, qui a une ligne tout à fait extraordinaire, je vous la cite. Soit dit en passant, c'est en plus entre parenthèses, les gens qui s'occupent de traductologie, de dialectologie, de littérature française, sont toujours ravis de pouvoir regarder où c'est les guillemets, où il y a un paragraphe, où il y a les parenthèses, si c'est encore là dans une autre édition, etc. Donc là, c'est entre parenthèses. Soit dit en passant, l'Europe, et en premier lieu, les Allemands, race pitoyablement déraisonnable est en français dans le texte, à qui encore aujourd'hui, il est nécessaire de laver la tête, ne sont pas peu redevables aux Juifs sous le rapport de la logique et d'une plus grande propreté des habitudes intellectuelles.
Partout où les Juifs ont acquis de l'influence, ils ont enseigné à distinguer avec plus de subtilité, à conclure avec plus de rigueur, à écrire avec plus de clarté et de netteté. Leur tâche fut toujours d'amener un peuple à la raison. Fin de citation. Inouï. Inouï. Pour un philosophe allemand et pour Nietzsche. C'est un truc incroyable. Alors, il y a des choses qui sont moins agréables et moins formidables, mais celle-là, je veux quand même toujours la citer. Alors, Moses Mendelssohn, c'est un homme du XVIIIe siècle, c'est pour ça que ça va nous changer. C'est un homme du XVIIIe siècle, c'est le grand homme des Lumières allemandes, qu'il ne faut pas confondre toujours avec les Lumières françaises. C'est un peu embêtant pour un Français de dire ça, mais on a réussi un coup formidable, en fait, c'est qu'on a fait croire que le siècle des Lumières et que la raison, c'était un truc de Français. Pourquoi? Parce qu'il y avait la bande des quatre, Diderot, Rousseau, Voltaire et Montesquieu. Ça avait aussi un avantage, que les Français n'étaient pas obligés d'apprendre l'allemand, ou même d'autres langues, et que les collègues qui s'occupaient de ça parlaient un français impeccable. Moi, j'ai vécu là-dessus sur... Et puis, au bout d'un moment, quand même, on a commencé à dire, mais on peut aussi parler d'autre chose, quand même, que ces grands... Là, hein, et sans même commencer à parler de Jean-Sébastien Bach, de tout ça, etc. Donc, pendant longtemps, ça a été entièrement occulté. Et quand vous regardez, ça serait très intéressant de voir ici, d'ailleurs, les curriculum vitae des romanistes. Parce que les romanistes ont très souvent fait leur thèse, se sont intéressés au XVIIIe français. Diderot, Rousseau, Voltaire. Pourquoi? D'abord, quand ils avaient la chance d'être berlinois, ce qui n'est pas mon cas, hein, rassurez-vous. Enfin, je nomadise beaucoup entre Berlin et Jérusalem, mais ce n'est pas là que je suis né. Ils allaient au lycée calviniste, au lycée des Huguenots. Je vous signale qu'à Berlin, il y avait un lycée qui avait été ouvert en 1689, donc pas 1789, 1689, où on recevait, j'allais dire, toutes les aristocraties, c'est-à-dire l'aristocratie juive, l'aristocratie allemande, l'aristocratie française, et puis les protestants, enfin ceux qui s'étaient tirés. Hein. Parce que dans les deux cas, c'est aussi ces histoires de symbiose. L'Autriche, qu'est-ce qu'elle a fait en 1670? Elle a viré les juifs, pour des mauvaises raisons, bien évidemment. Et en 84, en France, pareil, on vire les protestants. Et après, forcément, on avait nos petits copains berlinois, les Pays-Bas, etc. À part ici. Amenez là tous ces huguenots, amenez tous ces juifs, amenez tous ces gens qui sont, j'exagère un peu, hein, qui sont bac plus 15, qui savent 3 langues, qui se tiennent bien. Et c'est comme ça, par exemple, pour le cas dont je vais parler de Berlin et de la Prusse, c'est comme ça que c'est devenu un grand pays. Parce que ça avait été dévasté au moment de la guerre de 30 ans. Et il y a une lettre, un peu persiflage, bien évidemment, de Frédéric II, qui est le roi que nous avons rencontré avec Mendelssohn, qui écrit à Voltaire en disant refaites encore une révocation délignante là. Genre, ramenez-les encore là, les médecins, les professeurs, allez-y, je suis preneur. Et ça, c'est des choses dont on ne s'est jamais rendu compte, bien évidemment. On en parlait tout à l'heure, l'antiprotestantisme en France est quelque chose qui était beaucoup plus virulent que l'antijudaïsme. On a vu ça au moment de l'affaire Dreyfus, on a vu ça après, etc. Et même dans les familles bourgeoises, j'ai connu ça dans la mienne. Je veux dire, les protestants, c'est quand même un peu compliqué, quoi, hein. Et puis c'est des Alsaciens, donc c'est des Allemands, c'est pas notre truc, quoi. Or, toutes ces symbioses culturelles, elles sont faites avec de l'échange, avec de la communication et avec, j'ose pas parler de millefeuille parce qu'en France, mais c'est un peu ça. Et ce qui m'intéressait dans ces histoires juives allemandes, c'est le cas bien sûr avec Mendelssohn, mais avec toute la tradition, dont je vais dire simplement 2 mots, c'est à la fin, on cherche toujours ce qu'est allemand et ce qu'est juif. Par exemple, chez Heine, on sait encore mieux parce que le général de Gaulle avait dit, mais lui, il est français. C'est une histoire merveilleuse d'ailleurs, hein, merveilleuse. Il y avait des papiers de Heine qui devaient être vendus par Schocken, qui est donc un grand mécène berlinois, qui était arrivé en Israël, et qui voulait vendre ces papiers Heine pour acheter d'autres papiers d'autres bibliothèques. Et ça arrive au cabinet du général de Gaulle, qui, comme vous le savez, savait très bien l'allemand, parce que les militaires français avaient allemand première langue. Bien évidemment, en art de moto, il faut apprendre la langue des types qui nous ont battus. Donc, de Gaulle savait très bien l'allemand. Et de Gaulle dit, ah non, mais Heine, alors il faut trouver du feu, on va acheter ça. Parce que les Allemands, c'était dans les années 60, ce que je vous raconte. Hein, donc, Schocken avait dit, on va les vendre aux Allemands, les Allemands n'ont dit pas question. Les Israéliens, c'était à peine plus drôle, parce qu'ils ont dit, mais Heine, il était converti quand même. Alors, ça coûte quand même cher pour acheter ces papiers des convertis. Non, mais on a d'autres Nachlesse à acheter, quoi. Et le général, impérial, si je puis dire, il dit, Heine, c'est la France c'est Heine, vous achetez tout à n'importe quel prix. Ce qu'ils ont fait.
C'est la raison pour laquelle il y a les plus grandes collections, une des plus grandes collections des textes d'Henri Heine à Paris. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à travailler sur ces transferts culturels franco-allemands, de savoir qui avaient été les profs d'allemand à Grenoble, à Lyon, qui étaient les profs de français à Leipzig, à Berlin, à Munich, et un coup sur deux, c'était des juifs. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à avoir une toute autre géographie, une géographie de la symbiose, une géographie de l'amour, une géographie, en tout cas, de la communication. Et ça commence avec Moïse Mendelssohn. Parce que Mendelssohn arrive, il s'appelait d'ailleurs même pas Mendelssohn, il s'appelait, on l'appelle le fils de Mendel. Ceux qui n'ont pas fait d'allemand, c'est pas très difficile à comprendre. Mendelssohn, c'est le fils de Mendel. Et le père s'appelait Mendel, vient de Dessau, qui est un petit bled dans l'Anhalt, où c'est aussi une ville où il y a des Huguenots, comme il va retrouver à Berlin. Donc on est en plein XVIIIe siècle, et là, il y a déjà cette espèce d'intérêt, peut-être pas, mais il y a de la symbiose. Vous n'avez pas le choix quand vous avez un pasteur qui est là, quand vous avez une église où il y a des cathos, quand vous avez des jésuites, vous avez un talmudiste, à moins de se bagarrer, il faut quand même un peu communiquer. Mendelssohn est tombé là sur un rabbin tout à fait exceptionnel, qui l'a suivi après à Berlin, qui était un spécialiste du Talmud de Jérusalem, je ne vais pas rentrer dans le détail, et c'est à ce moment-là où il arrive à Berlin, on est en 1743. En 1743, vos souvenirs ne vous trompent pas, Frédéric II est déjà à Berlin, ou à son souci, plutôt à Potsdam, depuis 3 ans. Alors Frédéric II, on l'appelait un roi philosophe, il avait la bonne idée de savoir mieux le français que l'allemand, donc les Français étaient très contents. En fait, c'est Voltaire en plus qui lui écrivait ses poèmes, mais il n'aimait pas les Juifs. Enfin, il ne disait pas comme ça, mais il n'aimait pas les Juifs. Sauf que, à partir du moment où il a commencé ses guerres, en Silésie, etc., d'abord il avait besoin d'argent, puis deuxièmement, quand on lui a dit, mais tu sais quand même, ces Juifs, d'abord ils travaillent, ils se marient tôt, désolé pour le côté familier, ils se bourrent pas la gueule. Et donc, c'est quand même... Alors bon, il a un peu traîné les pieds. Et là, il y a une histoire merveilleuse. Sa sœur de Frédéric était la reine de Suède, Louise Ulrike. Elle faisait l'aller-retour entre Stockholm et Berlin. Elle arrive à Berlin, elle rencontre toute cette communauté juive. Il y a 500, 600 personnes. Des médecins, des bibliophiles, des banquiers, etc. Et elle dit à Frédéric, et elle dit à son fils, qui est Gustave III, c'est-à-dire le despote éclairé de Suède, il dit, tu sais, ces juifs quand même, ils sont extra, hein, tu devrais les faire venir. Alors il répond, il dit, écoute, ici c'est plein de luthériens, déjà on ne peut pas les jésuites, etc. Puis quand même, comme c'est gentil, et elle insiste. Elle dit, mais il faut absolument, tu rigoles, je viens de passer une journée avec Moïse Mendelssohn, il y a le Marcus Hertz, il y a tous ces gens, il faut absolument que tu fasses ça. Alors à la fin, on est là après en 1780, il bricole une espèce d'édit de religion et de tolérance, et à ce moment-là, tout le monde arrive. Et tout le monde, il y a la naissance de la communauté juive. Et c'est très intéressant, parce qu'il y a aussi une part allemande, et même berlinoise, de cette communauté juive de Stockholm. À ce moment-là, Mendelssohn, qui lui n'a pas de travail, bien évidemment, ne rentre pas dans une des cases. Le père est, je ne sais pas comment on dit en français, Klopfer, c'est lui qui réveille les gens à la synagogue pour qu'ils aillent prier. Et il est sauveur, et il écrit des livres, ce qui fait qu'on a quand même pas mal de chance, c'est très bien écrit, il a une très belle, Mendelssohn a une très belle graphie. Et donc il va être le précepteur dans une fabrique de soieries, dans la soie. Il va faire toute sa carrière comme ça, en disant j'ai jamais mis les pieds à l'université, je vois les professeurs, mais c'est pas comme ça que j'ai grandi. Et malgré, ou bien que, ou heureusement, il est comme un autodidacte, il a commencé à apprendre des langues étrangères, à écrire, etc. Et à partir de 1750, c'est devenu un des plus grands philosophes allemands. Il a gagné un prix de l'Académie des sciences de Berlin, où, j'allais dire, le petit gars qui était derrière, numéro 2, c'était juste le docteur Emmanuel Kant. Alors, les gens, parce que vous savez, c'était anonyme, c'est comme les copies d'examen, hein, on met le point comme ça, enfin, en fait, ça se faisait avec des citations latines, et donc vous mettiez à la fin la liste des citations latines pour savoir qui est qui, etc. Et donc on a ouvert l'affaire, c'est Moses qui est là, c'est absolument impeccable, on va lui donner le prix. Donc là, on est déjà en 1763, donc ça, si vous voulez, ça a été un choc. Ça a été un choc que quelqu'un dont c'était pas la langue maternelle, qui n'était pas philosophe de profession, comme la moitié des gens qu'on trouvait, gagne le premier prix. Il a continué, il a fait un livre qui, alors lui, est vraiment le best-seller du XVIIIe siècle, qui s'appelle le Phédon, et vous avez reconnu avec vos souvenirs de terminale, ceux qui en ont encore, c'est un dialogue de Platon. Hein, et il a pris le dialogue de Platon sur l'immortalité de l'âme contre les matérialistes français et contre l'épicuréisme et le matérialisme, pas seulement français.
Parce que forcément, autour de Voltaire, comme vous savez, c'était pas très, c'était pas, je n'ose pas dire pas très cachère, mais c'était pas très spiritualiste. En clair, bon. Et c'était quelqu'un d'ailleurs, ce Frédéric, est très étrange, il termine tout seul, il écrit tout le temps, il travaille toujours, il fait de la Prusse un des premiers pays d'Europe. Il était d'ailleurs pingre, tout le monde travaille, on n'est pas là pour rigoler. Et alors vraiment, il a utilisé petit à petit, non seulement des calvinistes, qu'il aimait beaucoup parce qu'il parlait français comme lui, mais aussi, bien évidemment, par exemple dans la banque, des juifs. Et à la fin, on lui a dit, vous savez, Majesté, vous devriez quand même faire un peu attention à cette communauté juive, là, parce que justement, c'est quand même des médecins, des banquiers, etc. Et donc, on voit dans ce XVIIIe siècle, cette communauté juive de Berlin qui, jusqu'en 1933, a été une des communautés les plus brillantes de l'Europe. Beaucoup d'ailleurs de communautés américaines viennent de là, bien évidemment, je ne vais pas vous refaire mon numéro de Karl Deutsch, de Fritz Stern, etc. Mais en réalité, c'est pas très difficile à voir, hein, on les repère assez facilement. Parce qu'il a donné cette naissance, c'est ça que je voulais qu'il y ait dans le titre de la conférence, il a donné naissance à une tradition, qui est cette tradition juive allemande, que vous retrouvez, il y a à peu près une vingtaine, 20-25 penseurs, qui sont d'ailleurs aujourd'hui assez à la mode. Vous savez, quand j'étais jeune, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait les flippers. Vous savez, vous tapez comme ça, et puis il y a la balle qui fait comme ça. Et là, c'est exactement pareil. Vous passez de Paul Celan à Raël Farnagen, à Franz Rosenzweig. Alors, normalement, vous parlez d'autre chose, puis tout d'un coup, vous dites, ah oui, mais alors lui, le grand-père était... Et c'est pas seulement c'était son grand-père, c'était aussi une romaniste, etc. Et donc, les choses sur lesquelles Viviane travaille aussi, on a là tout un corpus tout à fait extraordinaire. Je dois dire que j'ai eu pas mal de chance, parce que comme j'étais de langue maternelle presque allemande, je suis tombé là-dedans assez vite, et puis Lévinas savait un allemand parfait. Sa langue maternelle à lui, c'était le russe, il ne faut pas oublier. Hein. Il parlait le russe, il vient de Kaunas, il parlait le lituanien, le russe, le yiddish, l'hébreu, enfin tout ce qu'on aime. Et parce que les Français étaient perdus après la guerre pour s'occuper de ces choses-là. Et pour eux, c'était l'antisémitisme, c'était la seule chose qui les intéressait. Alors Glucksmann, je crois qu'il y en avait 2 ou 3 qui savaient un peu l'allemand, les autres pas du tout. Malgré leur nom, j'allais dire. Pour embêter Finkelkraut, par exemple, tiens, M. Finkelkraut, vous allez savoir l'allemand, il fait la tête comme ça. Ce qui n'est pas charitable et pas pratique. Donc si vous voulez, ce qui m'a intéressé, c'est ce continuum comme ça. J'en ai noté que vous connaissez aussi bien que moi, Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Walter Benjamin, Hannah Arendt, Martin Buber, naturellement le Freud et le professeur Einstein. Je suis tous les matins en ce moment dans les papiers Einstein à Jérusalem. Et on se fait ce plaisir comme on peut quand on est à la retraite. Hein. Donc j'ai fini mes bouquins, j'ai fini ce que je voulais faire, et les papiers d'Einstein sont à Jérusalem. Et donc, ma femme et mon éditeur pensent que je vais faire un livre sur Einstein à Berlin, rien n'est moins sûr, mais en tout cas j'y vais tous les matins, et là c'est tout à fait extraordinaire. C'est inouï, inouï. Vous êtes là, assis, avec sa bibliothèque en backstage, derrière vous, et puis vous avez... Alors, inutile de vous dire que quand il y a des équations, quand il y a des trucs comme ça, on a le droit de passer, mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc Einstein, et alors, si quelqu'un a une bonne plume, ici, j'ai une bonne, faire une mitzvah, j'ai une bonne idée pour lui. L'année prochaine, comme vous savez, vous allez avoir l'anniversaire de la mort de Kafka. Et Kafka et Einstein sont ensemble à Berlin au même endroit, quasiment le même mois. On rêve. Alors j'ose pas le dire à Modiano, parce qu'il va encore gagner un prix, mais dans ces cas-là, il faut une plume forte. Vous imaginez, parce que Kafka et Einstein, c'est les 2 manières qu'on a, juifs et non-juifs, de se représenter le judaïsme. L'un, le matin, quand il se lève, qu'il ait lu le Shulchan Aruch ou pas, il ne sait pas de quel pied il doit se lever, après savoir comme moi. Et Einstein, il a l'idée aussi de... Et Einstein, un jour, vous savez, il a un bateau, il avait sur la Havel et la Spree, il avait un bateau, un jour, il tombe dans l'eau, il ne savait pas nager. Et donc il crie, il appelle, et il y a un pêcheur du coin qui est allé le chercher. Donc si vous voulez, dans Einstein et dans Kafka, vous avez encore plus, alors c'est bien évidemment germanophone, la tradition allemande, Einstein il vient de Ulm, comme vous savez, et en fait il s'était vu une fois à Prague, parce que Einstein avait été prof à Prague. Vous voyez, ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est pas seulement les monographies, de savoir ce qu'ils ont écrit, comment ils ont fait, etc., c'est cette espèce de milieu tout à fait extraordinaire. Une espèce d'alchimie incroyable. Mais vraiment, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu cette histoire-là? Tout d'un coup, c'est à cause de la langue allemande, tout d'un coup, et une des blagues formidables, Ernst Simon, par exemple, un des adjoints de Buber,
racontait qu'il était dans un lycée berlinois, il y avait quasiment des arbres de Noël à la maison, il ne savait pas ce que c'était comme chez Scholler. Vraiment, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était que le judaïsme. Puis un jour, il a un de ses amis qui lui dit « Non, mais je ne peux pas aller chez toi parce que tu es juif. » C'est des gosses de 5-6 ans qui se parlent. Hein. Alors le gosse repart probablement avec son ballon et il dit « Mais tiens, qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Il revient à la maison, il dit à son père « Il paraît qu'on est juif, je ne peux pas jouer avec Hans, Fritz, etc. parce qu'on est juif. » Alors il dit oui, on est juif, mais enfin bon, c'est pas le sujet, c'est pas. Mais le père a un bon réflexe. Le père dit demande à ton copain pourquoi il t'a posé une question comme ça, d'où il a ça. Parce que les parents devaient avoir le même âge. Alors il revient, il dit t'as raison, on est juif, mais mon père voudrait bien savoir comment ton père est arrivé à poser cette question. Et là, il y a une réponse inimaginable, mais on ne pourrait pas les inventer. Mon père m'a dit que tous ceux qui récitaient bien la littérature et les poèmes étaient des juifs. Die Leute, die gute Gedichte aussagen, sind ja Juden. Mais même c'est des trucs dont on ne rêverait pas. Dans les archives, on essaie, on dit on va trouver un truc comme ça. Et là, vous l'avez comme ça, directement, comme ça, c'est absolument... Donc vous voyez, c'était ça ce qui m'intéressait. Et dans le cas de Mendelssohn, alors vous avez, comme dans le cas de Buber, vous avez un philosophe, vous avez un prosateur, même le vieux père Kant, qui était illisible, bien évidemment, disait tout le monde ne peut pas écrire comme Mendelssohn. Vous avez plusieurs occurrences comme ça. Et ils ont tous les deux traduit la Bible. Et ils ont eu tous les deux une grosse influence politique. L'un avec la création de la Haskalah, on n'aura pas le temps d'en parler, mais toutes ces lumières juives, où ces gens-là vont quand même entrer à l'université, vont quand même rafler les diplômes, les prix Nobel, tout ce que vous entendez là-dessus. Tout est vrai. Et en même temps, ils vont justement traduire la Bible. Je l'ai dit, oui, la Bible, les belles lettres, la philo et la politique. Et ce qui m'a beaucoup intéressé aussi comme français, j'allais dire goy, mais même de tradition catholique, parce que les catholiques n'aiment pas beaucoup la Bible, il ne faut pas leur dire, mais c'est que en Allemagne, on a l'impression que c'est un sport national de traduire les Bibles. C'est-à-dire tous les ans, vous avez une nouvelle traduction de la Bible. Vous avez des piétistes, des calvinistes, des luthériens, des catholiques, 1750, 60, 70, 79, à Halle, à Leipzig, à Berlin. C'est vraiment, il y a une vraie littérature et il y a une belle histoire d'ailleurs à faire de cette histoire de l'Allemagne avec la Bible. Rassurez-vous, parfois quand vous avez des choses que vous trouvez intéressantes, c'est que je les ai lues quelque part. Hein. Je dis toujours ça, les gens sont toujours étonnés comme ça en disant mais où est-ce qu'il a trouvé ça? En réalité, c'est des choses que j'ai lues quelque part. Et Mendelssohn est quelqu'un qui est un multicarte quoi, à la fin, c'est-à-dire qu'il a toute sa tradition juive, et une des choses pour lesquelles il est le plus connu, c'est la traduction du tétragramme par l'Éternel, der Ewige, qu'il a lu chez Calvin et ses copains huguenots de Berlin, puisqu'ils sont à peu près 5000-5001 à Berlin au XVIIIe siècle. Et puis petit à petit, on va voir la communauté juive qui va grossir et la communauté allemande. Et c'est la même histoire. C'est comme ça que vous voyez pour Berlin et la Prusse, vous voyez la naissance d'un peuple moderne comme on éprouvait, comme dans un laboratoire. Alors parfois ils sont ensemble, parfois bien évidemment ils ne sont pas ensemble, et ça va jusqu'en 1933. Il y a des lettres à briser le cœur de vieux pasteurs protestants à Buber en 1933 en disant, vous savez, nous aussi on a été en exil, hein. Nous aussi on nous a craché à la figure, et je peux tout à fait comprendre ce que vous pensez. En plus, comme vous savez, ceux qui connaissent un peu la culture allemande, les gens ils s'appellent Rebecca, Jérusalem, etc. Donc en 1933, il a fallu jouer avec le certificat de baptême. Ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui, quand on parle de Mendelssohn, ça c'est des petits aspects comme ça, sur lesquels on a des bibliothèques entières, on a une belle édition critique, rassurez-vous, c'est des philosophes allemands, hein. Donc vous en avez 30 volumes, il n'y a pas une virgule qui ne soit pas annotée, enfin on est rassurés là, on a des bases solides. C'est le texte sur la politique, qui s'appelle Jérusalem, comme par hasard, qui a été traduit un peu dans toutes les langues, qui n'est pas très gros, parce que c'est une des premières, c'est là où Lévinas a fait la préface, dont Viviane parlait tout à l'heure, parce que c'est un des premiers plaidoyers pour la liberté de penser. Parce que Mendelssohn, il meurt en 86, avant la Révolution française. On ne va jamais oublier ça. Et Mendelssohn, la première des choses importantes qu'il dit, c'est il ne peut pas y avoir de coercition intellectuelle, c'est-à-dire on ne peut pas faire dépendre un job, une place ou quelque chose comme ça de la foi de quelqu'un. Même l'État n'a rien à voir là-dessus, presque même, j'allais dire, même l'athéiste, même l'athée, si l'athée ne vous embête pas, on le laisse être athée. Ce n'est pas notre problème. C'est que même John Locke, même les plus libéraux des Anglais, n'auraient jamais écrit. Et vous avez, bien évidemment,
dans la tête derrière, il y a l'affaire Spinoza. Hein, vous imaginez bien que c'est pas qu'il connaissait très bien, qu'il avait lu, qu'il avait traduit, etc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, alors je crois que j'ai dû quand même trouver quelques textes qui sont, ça se lit très bien d'ailleurs, hein, où il dit le judaïsme, ça a donné toute une littérature. Le judaïsme n'a pas de dogmatique, le judaïsme n'a pas de catéchisme. Le judaïsme, c'est de l'orthodoxie, le judaïsme, c'est son agenda, c'est son carnet. C'est justement la manière dont il se lève, ce qu'il mange, avec qui il voit, qui il se marie, comment ça marche. Ça, c'est du judaïsme. Ça, et c'est uniquement pour les juifs. Il est très anti-prosélytisme, vraiment, il ne peut pas les supporter. Et pour lui, c'est la raison pour laquelle un juif peut être de gauche, de droite, Rothschild, Trotsky, il n'y a aucun problème. Puisque de toute façon, le fond de l'affaire, c'est pas ça. Et il dit, finalement, ces lois cérémonielles, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. D'ailleurs, donc les mitzvot, c'est quelque chose qui nous unit. Il ne l'a pas dit comme ça, même quand on ne les respecte pas. Ce qui n'est pas le cas, même il n'y a pas de catéchisme. Il dit qu'il y a une phrase merveilleuse en disant, mais c'est l'éternel qu'on a entendu là. Il n'a pas dit, tu dois croire à ça, tu ne dois pas croire à ça. Ça, c'est la vérité. L'âme est faite comme ça. Tout ça, pour Mendelssohn, c'est de la philosophie, c'est de la raison humaine. Et là, il n'y a aucune difficulté. Et ça se partage. Il dit, le judaïsme n'est pas une religion exclusive du bonheur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller voir les gens en disant, ah oui, mais... comme faisaient les chrétiens, surtout au XVIIIe siècle, n'oubliez pas. Au XVIIIe siècle, quelqu'un qui n'était pas chrétien, c'était quelqu'un qui allait directement en enfer, il faut quand même être clair. Or là, quand il a commencé à écrire, même en philo, il alterne, par exemple, des textes de Spinoza avec ceux de Leibniz. Il dit, vous savez, celui que j'ai cité, là, je ne vais pas donner son nom tout de suite, parce que sinon, vous allez mal le prendre. Et puis à la fin, il dit, mais c'est Spinoza. Hein, c'est-à-dire qu'on peut aussi être un grand philosophe sans être un chrétien. Et donc ça a été une stupéfaction. Mais vraiment une stupéfaction. Et ce livre qui est sorti donc en 83, au moment de sa traduction de la Bible, et c'est très long, hein, les gens ont été absolument stupéfaits. Je crois que j'espère que je vais retrouver tout de suite la page de le texte de Kant qui dit, voilà, Monsieur Friedlander, donc c'était un de leurs élèves, hein, qui avait tous les deux de Mendelssohn et de Kant, vous dira combien, en lisant votre Jérusalem, j'en ai admiré la pénétration, la subtilité et l'intelligence. N'oubliez pas, c'est le Kant qui parle. Je considère ce livre comme la proclamation d'une grande réforme, certes lente dans son instauration et son progrès, qui ne concernera pas seulement votre nation, c'est-à-dire les Juifs, mais d'autres aussi. Vous avez su concilier votre religion avec une liberté de conscience telle qu'on ne l'aurait jamais cru possible de sa part, et dont nul autre ne peut se vanter. Vous avez en même temps exposé la nécessité d'une liberté de conscience illimitée à l'égard de toute religion, d'une manière si approfondie, si claire, que de notre côté aussi, l'Église devra se demander comment purifier sa religion de tout ce qui peut opprimer la conscience ou peser sur elle, ce qui ne peut manquer d'unir finalement les hommes en ce qui concerne les points essentiels de la religion. C'est une lettre du 16 août 1783. C'est inouï. C'est inouï. Alors, une ou deux fois, il lui envoie et il dit, mais il faudrait bien que Mendelssohn reprenne ma copie, là. Tout le monde ne peut pas écrire comme Mendelssohn. C'est dans les prolégomènes. Et alors, Mendelssohn lui dit à chaque fois, non, je suis un peu fatigué, je suis un peu malade, etc. Et alors, il dit, mais ça ne se voit pas du tout, hein, quand on vous dit, vous n'avez pas l'air d'être à l'article de la mort. Et alors, il dit bien, Jérusalem est un petit livre d'une espèce particulière. Ce qui est certain, c'est qu'il est d'une composition que ni les orthodoxes, ni les hétérodoxes des deux nations n'avaient attendue. En effet, tous attendaient de la polémique religieuse, et selon ma mauvaise habitude, je cherche à chaque pas de la matière spéculative ce que je peux utiliser, et oublie les points de litige. Cela ne plaît pas à la majorité de ses lecteurs, mais qui écrit pour la majorité des lecteurs? Alors il va avoir bien... Donc les gens étaient stupéfaits. Hamann, Kant, tous ces raisonnements. Pas possible, ce type, il est rationnel, c'est un type de chez nous. Et il écrit à l'essai, il me dit, c'est le Shabbat, je ne peux pas terminer ma lettre, ciao, on reparle dans deux jours. Ou il est invité à participer à une cérémonie ou dans une société savante, il dit, ah, je ne peux pas venir, je ne peux pas manger avec vous, on se verra après. Donc les gens, vraiment en disant, ah, on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Et je veux toujours souligner ça, parce qu'en réalité, c'est ce code-là qui a gagné. Même quand on a des reproches, c'est pas le bon terme. L'université de Bar-Ilan, qui passe pour une université très réactionnaire, mais c'est
l'ADN de l'université de Bar-Ilan, ça. C'est-à-dire que vous avez en même temps des gens qui conduisent pas le Shabbat, qui mangent pas avec vous, qui regardent savoir si c'est comme ça, parce que sinon ils ne peuvent pas manger avec vous. Mais en même temps, les types, ils font de la biologie moléculaire, et c'est pas seulement un problème juif, hein, parce que moi je me souviens, enfin je me souviens pas, mais on m'a raconté Teilhard de Chardin, qui était, vous savez, le papa des diplodocus, le papa des hommes, non seulement des hommes préhistoriques, mais des animaux, là, des dinosaures. On lui a proposé une chaire au Collège de France en 52. Il était jésuite, hein. Et alors, Teilhard a dit, ben, je vais aller demander au chef, hein, parce qu'on peut pas... Et les gens ont dit, pas question. Quand vous êtes dans votre laboratoire, vous pouvez raconter vos histoires de tyrannosaures, etc., etc., mais la Genèse ayant, le monde ayant été créé en 6 jours, ça ne va pas le faire. Alors je vous la fais un peu comme ça, mais on imagine les débats qu'il y a eu, et c'est ce que vous avez là. Et Mendelssohn, c'est une liberté la plus extraordinaire. Le deuxième exemple que je prends toujours, c'est la critique biblique. Les gens, ils commençaient, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire on découvre, on dit machin, de toute façon c'est de la mythologie, de toute façon c'est des trucs, Babel, Bible, Hammurabi, on a déjà connu ça, enfin bon, très bien. Nous cassez pas les pieds avec les inventeurs du monothéisme, etc. On en a déjà 5, où vous voulez, autour de la péninsule, autour de la Méditerranée, et même la fille de la princesse qui reçoit un bébé et qui le reçoit dans son berceau, c'est pour ça que ça s'appelle un Moïse, comme vous savez. On en a aussi 3 ou 4 à Calcutta et machin, donc schluss avec ça. Donc c'est parce que pendant longtemps, on a dit, mais ça c'est l'antisémitisme, ça c'est pas bien. Ça, ils nous prennent notre déluge, ils nous prennent notre princesse, ils nous prennent notre Moïse. Mais Mendelssohn lui dit, mais c'est pas le débat. C'est pas le débat, il peut y avoir 10 Moïse, 20 déluges, on va où là? Et ça c'était... Alors aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent, à l'époque c'était absolument stupéfiant. Et donc si vous voulez, cette liberté de penser qu'il avait aussi dans la traduction de la Bible, à tel point qu'il a même pris... J'avais apporté mais je ne voulais pas que vous soyez obligés de refaire votre allemand dans la tête. Il a pris des passages de Luther, en disant, mais quand Luther traduit bien, je le prends. Alors les juifs ont dit, vous êtes malade, vous. Luther, antisémite, etc. Non, non, attendez, là, on ne parle pas de ça, là. On parle juste d'un texte hébreu qu'il faut rendre en allemand. Luther a bien trouvé, je le prends. Alors vous voyez, cette espèce de liberté intellectuelle est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors je ne sais pas si je devrais le faire ce soir, mais j'avais quand même une petite idée derrière la tête pour vous montrer un autre livre, qui est aussi un truc j'ai été stupéfait quand j'ai dû prendre une photocopie. Il a participé à un article, il a écrit un article qui s'appelle « Que signifie éclairer ?» Aufklärung, la même semaine que Kant. On est là maintenant en 84. Et c'est devenu un genre littéraire. Vous voyez les lumières, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors je vais vous éviter le séminaire de 3e cycle en disant, pour Kant c'est Was ist Aufklärung, pour Mendelssohn c'est Was heißt Aufklären, c'est-à-dire comment ça marche, comment on fait. Quelle n'est pas ma stupéfaction, quand j'ai commencé mes études à l'université hébraïque de Jérusalem, de regarder la version en hébreu de ces textes-là. Vous avez les textes de Habermas, d'Helvétius, et les textes enfin connus. Hein. Traduits en hébreu, bien évidemment. Et en livre de poche. Et ça s'appelle Anéoroute, c'est-à-dire donc les lumières, Projekt chez l'Onishlam, un projet qui n'est pas fini. Qui est-ce qui... Alors, les traductions, c'est les gens dont je viens de vous parler, hein, Habermas, Helvétius, et les gens du XVIIIe siècle, Diderot, bien évidemment. Et c'est Azmi Bishara qui a fait l'introduction. Incroyable. C'est-à-dire que... Alors là, maintenant, c'est spécialement déplacé, mais comme je l'avais en mes notes, je me suis dit, les trucs ne sont pas toujours aussi tristes et aussi catastrophiques, alors qu'aujourd'hui, on penserait plutôt le contraire. En tout cas, aujourd'hui et cette semaine, et c'est hallucinant. C'est-à-dire que là aussi, vous avez de nouveau cette réutilisation de la tradition des Lumières, en disant, écoutez, ok, on y va, on le fait en hébreu. C'est Azmi Bishara qui va faire la préface. On va les traduire en arabe, bien évidemment. Et vous avez qu'est-ce que les Lumières, qu'est-ce que la liberté de penser, etc. Qui doit faire autant de casse, comme on dit familièrement, dans les universités arabes aujourd'hui. Moi, il m'est arrivé, quand je dirigeais le CNRS à Jérusalem, je me suis fait plaisir. Et une fois, on a fait un colloque, ça s'appelait « À quoi sert l'orientalisme ?» de Massignon à Édouard Saïd. Donc, plus chic d'humeur. On a fait une session en arabe. À la grande stupéfaction, bien évidemment, des locaux. Il n'y avait bien sûr pas de traduction d'Édouard Saïd en arabe, etc. C'est toujours la même histoire. Et rassurez-vous, le seul qui ne savait pas l'arabe, c'était moi. Mais j'avais récupéré le doyen ou le recteur, qui avait à peu près les mêmes cheveux blancs que moi. Et je suis allé voir, j'ai dit, ce type-là, c'était à la pelouse. J'ai dit, ce type-là, je ne peux pas, il parle en hébreu, ça ne va pas se faire. Son anglais, c'est pas sûr, son français, inexistant. Et à ce moment-là, j'ai commencé en allemand. Le type savait un allemand absolument impeccable, parce qu'il avait étudié en RDA
Parce qu'à l'époque, la République démocratique allemande aidait bien évidemment. Et vous avez toute une... Et tout d'un coup, et moi j'avais bien évidemment jamais pensé, donc vous voyez, ces symbioses culturelles, on les trouve parfois là où on ne pense pas les trouver. Alors, cette postérité de Mendelssohn, tu me dis quand il faut arrêter, hein, parce que sinon on va... Il ne faut pas que ça ferme. Ok. Non, mais vous voyez, c'est en même temps extrêmement fascinant intellectuellement. Parce que vous avez Léon Strauss, vous l'avez dans la politique, vous l'avez dans la Paul Celan. C'est vraiment inouï. Encore une fois, cette alchimie-là, on n'a pas de véritable explication. Parce que nous, les Français, on pourrait dire, non mais attendez-moi, on leur a donné l'émancipation. Les Juifs, ils sont devenus généraux, profs de fac. Il y en a plein le Collège de France dès 1850. Et nous, quand, j'ose pas le dire, hein, mais quand j'étais étudiant, il y a très longtemps, les gens ne savaient pas que Proust était juif. On ne disait jamais un mot du judaïsme de Proust. L'idée que Bergson puisse être juif, on savait qu'il n'a pas voulu, il devait être arien d'honneur, et puis il a dit je ne peux pas abandonner ma communauté, alors, etc. Mais on savait pas, cette histoire-là était totalement, ça c'est du mauvais usage de la laïcité, il ne faut pas le dire, mais c'est le problème. Alors il dit je m'appelle Brunswick, ah bah, bonne idée. Et alors j'ai dit bon, bah alors, et moi dans ces cas-là je les prends un peu comme ça, je dis donc vous savez l'allemand. Les gens se demandent comment je suis arrivé, je dis mais si, parce que les gens, ces familles-là, forcément ça a tourné, ça a circulé, et puis les gens ont fait des études, les gens ont fait des doctorats, regardez une fois, oui j'y ai pensé, tout à l'heure je me suis arrêté au milieu de la phrase, qui m'arrive aussi, c'est que regardez dans les listes des professeurs, je colle toujours, je ne sais pas si c'est comme ça en Belgique, mais chez nous, je colle les gens avec les listes des profs d'allemand et des profs de philo. Et un coup sur deux, c'est les juifs. Et même d'avant, j'allais dire d'avant l'exil, d'avant 1933. C'est-à-dire que vous regardez le résultat de la règle d'allemand, 1898, vous avez un Lévy, un Birnbaum, c'est tout à fait extraordinaire. Donc il y a aussi là des apparentements qui vraiment méritent d'aller de travailler un peu plus. Cette famille Mendelssohn, alors il y a de tout, vous avez des bac plus 15, vous avez là alors des juges, des éditeurs, des profs, et puis vous avez aussi les moutons noirs. Vous en avez un qui s'appelle Francesco von Mendelssohn, que nous appelions, je dis nous, il est mort en 25, hein, rassurez-vous, que nous appelions Coco von Mendelssohn, et ce Mendelssohn, vous l'avez il joue du violon avec Einstein. Et il avait comme particularité d'arriver tout nu, avec un manteau, dans les boîtes de Weimar. Vous savez, on est à Weimar en 1925. Hein. Et la sœur, Elisabeth, alors elle a épuisé 4 maris. Elle a habité absolument partout et elle est morte malheureusement, elle s'est suicidée, droguée, etc. Donc il n'y a pas que de l'image comme ça formidable. Parce que les autres, vous les connaissez, la fille de Mendelssohn la plus connue, c'est Dorothea Mendelssohn, qui elle était mariée à un banquier juif comme il se doit, berlinois. Ensuite, elle est partie, elle s'est convertie au protestantisme, et puis après elle s'est convertie au catholicisme. C'est-à-dire elle a coché toutes les cases, comme on dit aujourd'hui. Et il y en a un qui a fondé l'hôpital de Berlin, et donc vous voyez, déjà la première génération, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et alors jusqu'à aujourd'hui, par exemple ceux qui sont un peu du métier, on a un copain, un bourreau un peu dingue, mais qui s'appelle Schoeps. Et Schoeps, il s'occupe des gens pour, vous savez, récupérer les tableaux et pour les spoliations. Et alors, maintenant ça va un peu mieux, mais à l'époque c'était son sport professionnel préféré. C'est-à-dire qu'il arrivait dans un musée, il disait mais c'était chez mon grand-père, non? Vous croyez pas que c'était un peu, vous imaginez, les directeurs de musée. Alors il a arrêté, d'ailleurs il a refait un ou deux procès qu'il a gagné, il en a 2 ou 3 chez lui quand même. Parce qu'après, vous savez, c'est comme l'histoire de celui de Klimt. Après, la vieille dame, elle a dit mais moi je ne peux pas avoir ni de caméra, ni de bodyguard, ni de type qui garde Madame Block Power, comme ça. Alors c'est ce qu'il a fait, Schoeps naturellement dit simplement, vous changez l'étiquette. Comme on a dit tout à l'heure pour Heine, etc. Vous ne dites pas, on ne sait pas à qui c'était. On dit, on sait très bien à qui c'était, quand ça a été volé, et puis c'est de nouveau au musée de Los Angeles, etc. Donc vous voyez, avec cette famille, mais ce n'est pas la seule, hein. Vous avez des Bleichroeder, vous avez des Cassirer, vous avez Mosse, bien évidemment, vous en avez quelques-uns comme ça. Et alors c'est vrai que comme c'est des gens qui avaient du fric, en 1933 ils sont partis. Donc ça a limité, pas tout à fait, mais enfin ça a limité quand même les drames. Et ils sont partis avec leurs livres, avec leurs archives, avec les cahiers de compte du 18e, du 17e, etc. Donc vous voyez, vous avez une espèce de société là, tout à fait extraordinaire. Et à chaque fois que ça soit, on pourrait le faire une fois, vous allez dans un séminaire d'économie,
vous trouvez toujours le juif allemand qui a été un des premiers. Pourquoi? Parce que comme on ne leur donnait pas de faire les postes, comme ils ne pouvaient pas avoir les postes entre guillemets comme tout le monde, et Peter Gay raconte bien ça, né Peter Fröhlich, ils étaient dans les niches. Bon, le professeur Sigmund Freud est quand même un mag extraordinaire. Et un type là, on a dit, ah non, ça vous ne pouvez pas faire, ça vous ne pouvez pas faire. Alors ils font les pas de côté, et ensuite, après, c'est ça qui devient, sinon la norme, du moins. Alors vous avez ça, par exemple, il y en avait un, puis je vais terminer avec ça, mais ceux qui aiment la musique, il y avait Offenbach. Par exemple, si vous connaissez Offenbach, vous avez le général Bim et les trucs comme ça. Alors un type dit, mais plus français tu veux, c'est parisien, c'est nul. Il faut regarder le type, le grand-père est un banquier à Berlin, je veux dire, je vous dis, bon, mais ça, alors c'est pas sûr quand même que ça soit cette filiation. Et c'est cette filiation, c'est ça qui est fascinant. Et alors il y en avait une, sa mère lui a dit, ça c'est pas gentil pour les mères juives, je crois que c'était Börne, ou quelqu'un, non pas Börne, un des grands musiciens qui était là, et on lui a donné la Légion d'honneur. Alors il vient voir sa vieille mère, elle lui dit, tu vois, j'ai reçu la Légion d'honneur. Et alors elle le regarde, elle dit, mais il n'y en a qu'une, c'est dommage, je ne vais pas pouvoir les mettre aux oreilles. Oui, il y a en même temps aussi cette espèce d'ironie, tu vois, le gosse a travaillé comme un malade. Et... Donc si vous voulez, bon, ben, comme vous voyez, j'ai pas lu une page de mon texte. Enfin donc, si vous avez l'occasion et que ça vous intéresse, ça c'est vraiment fascinant. Si vous êtes un peu plus pieux, non, jamais. On vient de traduire les écrits juifs de Moïse Mendelssohn chez Verdier, et là vous avez son introduction à la Bible. Et ça c'est formidable. Puis alors vous avez d'autres textes bien évidemment, mais c'est tout à fait extraordinaire. Et cette tradition, encore une fois, aussi juive qu'allemand, vous l'avez jusqu'à Léobec. Et c'est une partie de cette tradition du judaïsme allemand. Et je vous remercie de m'avoir permis d'évoquer ce soir.